Alors je vais essayer de faire vite parce que j'ai plus que 13% de batterie sur l'iPad. Mais j'aimerais réagir du coup à pas mal de commentaires que j'ai en ce moment sur LinkedIn et j'aimerais montrer deux choses assez importantes pour moi par rapport à ça. La première, c'est que on a toujours tendance souvent à juger des choses via notre interprétation et on juge toujours les choses à un instant T sans prendre compte des éléments passés. Je vous donne un exemple à la noix. Quelqu'un qui me découvre sur un post demain, il peut dire waouh, c'est incroyable et tout. J'ai envie de consulter du contenu d'Alex, je vais aller voir sa chaîne YouTube. Oh, il a fait une formation d'1h30 sur Cursor. Oh, trop bien. Ah, mais en fait, il a fait une autre vidéo dans laquelle il explique son flow. Eh, mais purée, ces techniques, elles marchent. Eh, mais je les ai implémentées. Et boum, on se retrouve du coup à coder 2 à 5 fois plus vite. Voilà, j'ai plein d'exemples de commentaires sur YouTube. Je vous en afficherai peut-être un peu à droite à gauche, histoire de montrer un peu de preuve. Ça fait toujours du bien. Quelqu'un qui me découvre aussi peut genre tomber une première fois sur un de mes posts sur LinkedIn, voir que du coup, ça correspond pas vraiment à sa vision des choses, que ça fait un peu bullshit, comme la bullshit sphère de LinkedIn. Faudrait que je mette un copyright sur ce mot-là. Et du coup, penser que je suis un influenceur tech IA, et je déteste ce terme d'ailleurs. Et que grosso modo, en fait, ce que je dis, c'est n'importe quoi. Aussi simple que ça. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un format un peu particulier, déjà parce que l'ambiance est vachement cool. On est dans un bon moment, plein de good vibes. Donc du coup, on va pouvoir attaquer un sujet qui fâche, l'IA chez les développeurs. Je vais répondre du coup à quelques commentaires. On va faire un peu une vidéo de réaction. Je pense que c'est comme ça que les vrais gens disent. Et puis voilà, je vais vous montrer mon LinkedIn et puis on va discuter un peu de tout ça. Je vais vous lire le post et ensuite je vous propose qu'on l'analyse et que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Faut savoir que du coup, les créateurs de contenu, on a quelque chose qui est vraiment difficile à faire. C'est d'exposer notre point de vue publiquement au regard des autres. Ce qui implique deux choses. Déjà, on balance notre point de vue personnel, donc on rattache de l'ego par rapport à ça. Et comme on l'envoie au plus grand nombre, en fait, ça fait juste mal ce genre de commentaires parce que comme on y attache notre ego et que du coup, on est souvent critiqué, parce qu'en fait, les gens critiquent absolument tout, d'autant plus en France, c'est très compliqué du coup de pas se sentir attaqué et de pas se sentir blessé. Donc il y a des potes qui ont des stratégies par rapport à ça. Je fais pas trop de posts provoquants en fait. Et donc du coup par rapport à ça, en fait je suis assez protégé, genre des haters, machin, etc. Je pense que j'en ai pas trop, voire pas du tout. J'en ai peut-être eu un ou deux sur Twitter ces dernières années. Mais globalement, ce que je voulais vous dire, c'est aussi d'avoir un peu d'empathie par rapport aux créateurs de contenu, parce que on essaie de faire ce qui fonctionne. C'est-à-dire que si aujourd'hui un post il a 200 likes par exemple, et que du coup il a plu, et que du coup c'est un post un peu contrarian take, un peu pushy, un peu buzzy, etc. Mais en fait il a 200 likes. Donc c'est à dire que nous, les consommateurs, on va liker ce genre de contenu, ça veut dire qu'on en veut plus, et du coup fatalement ça va être du coup un contenu qu'un créateur de contenu va avoir tendance à faire davantage. Donc en fait faut arrêter de reporter aussi la faute sur les créateurs de contenu. De manière générale en fait, si les consommateurs du coup de contenu, à savoir nous, arrêtaient de liker ce genre de post, en fait il y en aurait moins tout simplement, parce qu'un créateur de contenu va pas faire des posts avec 6 likes. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant que ça c'est dit, je vous lis mon post et on l'analyse ensemble. Je n'écris plus aucune commande dans mon terminal, même pas un CD. J'ai perdu le réflexe. Je ne me force même plus à m'en souvenir. Avant, j'avais tout en tête, des dizaines de petites commandes que je balançais sans y penser. Aujourd'hui, je me contente de poser la question. Et Warp me sort la bonne commande. C'est clair, commenté, prête à être exécutée. C'est bizarre au début. Tu sens que tu désapprends un truc, comme si tu perdais un petit muscle que t'as mis des années à construire. Mais au fond, est-ce que c'est grave ? Est-ce que t'as vraiment envie de passer ta vie à entretenir ce muscle-là ? Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas de connaître Bash, c'est de savoir poser la bonne question à ton terminal et d'avoir une IA capable d'y répondre. Si tu comprends ce que tu génères, il n'y a aucun problème, fonce. PS, ça fonctionne évidemment sur un serveur distant. J'ai ensuite mis un lien partenaire de Warp parce que si jamais j'ai pas mal d'inscriptions, ils vont m'envoyer un t-shirt. Et là, je crois que depuis la dernière vidéo que j'avais faite par rapport à ça, je crois que j'ai un peu plus, du coup, je vais pouvoir avoir une casquette. Et ça me fait rire. J'ai été récupérer des goodies également dans le vlog que j'ai fait chez OpenAI, et il y a JetBrains qui va également m'envoyer d'autres trucs. Ça me permettra d'habiller un peu la chaîne YouTube et d'avoir des trucs un peu sympas en arrière-plan. Dans la capture d'écran que vous pouvez voir, du coup, je me suis connecté sur un serveur distant qu'on a dans Light Driven Dev. Et en fait, sur N8N, j'avais un problème. Le problème, en fait, c'est que la date, elle était genre en ET. Et que nous, comme on est en UTC plus 2, en fait, j'avais 6 heures de décalage ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai dû changer la date sur mon serveur. Et en fait, j'ai simplement montré sur Warp en 30 secondes comment j'ai fait. Ça m'a évité de taper la commande sur Google, dire comment est-ce qu'on change la date sur Debian, machin, etc. Juste Warp, en fait, il l'a fait en 10 secondes. Et est-ce que j'ai besoin de me souvenir de ce genre de commande ? A priori, non. En tout cas, il n'y a pas trop d'intérêt. Est-ce que j'ai compris cette commande quand je l'ai exécutée ? Oui. Cool. Où est le problème ? Ça a marché, c'est très très cool. Faut savoir que du coup, au tout début de ma carrière de développeur, j'étais admin 6, et donc du coup, quand t'es admin 6, les alias de commandes, les find, les grep, machin, etc. Enfin genre, tu mets tout dans ta tête, et tu te retrouvais surtout au début de ma carrière, genre il y a 12 ans,
aller fouiller dans les mind pages pour essayer de trouver le bon truc au bon moment, etc. J'avais même acheté un petit bouquin, je sais plus où il est, sur Linux, sur tous les alias qu'on pouvait utiliser. Il était trop bien ce petit bouquin, je m'en servais énormément. Bref, c'était énormément de temps perdu finalement, parce que si tu comprends ce que tu fais, en fait le temps de recherche de 1 heure pour trouver le bon argument, le bon truc, en fait c'est chiant. Et donc c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant sur ce post là, tout en mettant un outil 100% gratuit pour lequel je ne prends d'ailleurs aucune commission, sauf gagner une casquette, directement là-dedans. Ok ? Et c'est un outil d'ailleurs que je recommande depuis très longtemps. Je vous propose de lire les commentaires, de s'arrêter sur ceux sur lesquels ils font sens et de vous dire un peu ce que moi j'en pense. Donc on a un premier commentaire de Melvin qui dit « Bon, après le CD est plus long à faire avec l'IA qu'à la main, mort de rire. » 100% raison. Et effectivement, pour pas mal de commandes, CD, cat, grep, etc., en fait, je vais beaucoup plus vite, juste à taper la commande. Et de manière générale, j'en parle beaucoup sur la chaîne, mais utilisez pas l'IA pour faire des trucs que vous pouvez très facilement faire à la main. Par exemple, un search and replace. Le faites pas à l'IA, ça n'a pas de sens. Il y a pas mal de petites choses comme ça que genre, vous avez pas besoin de déléguer. En fait, l'IA, elle est là pour vous faire gagner du temps. Et utiliser l'IA pour utiliser l'IA, ça n'a absolument aucun sens. Donc 100% d'accord avec Melvin. On a Thibaut qui nous dit un post pour avoir des commentaires ou sinon une personne qui se ramollit le cerveau volontairement. Je vois ce qu'il a envie de dire. Grosso modo, c'est vrai qu'en utilisant l'IA, vous allez avoir tendance à moins réfléchir. Et d'ailleurs, c'était le sujet de notre application au hackathon OpenAI. Donc on en est pleinement conscient et je vous incite du coup à aller voir le vlog qu'on a fait sur la chaîne. S'il sort, s'il est sorti, et bref. Dans tous les cas, si c'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne parce que on fait des trucs plus cool. Bref. C'est vrai que l'IA, en fait, plus vous allez l'utiliser et moins vous allez avoir tendance à vous souvenir de ce genre de choses. De la même manière, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi en tant que dev, parfois je prends des grosses vacances. Et si tu pars genre 1 mois en vacances et que tu reviens après, le fait de te remettre dans le code, c'est hyper chaud. Mais voilà, je parle d'expérience et je suis à peu près sûr que toi qui regardes cette vidéo, tu penses exactement la même chose. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose de se ramollir le cerveau sur ce genre de choses ? L'IA, elle me permet de monter en compétence sur tellement d'autres facteurs. L'automatisation, le fait de chaîner des agents, le fait d'utiliser des SDK que j'aurais jamais utilisé dans ma vie. Est-ce que du coup, prendre en connaissance sur cette partie-là est pas finalement plus importante que de me souvenir les alias pour faire un grep, un CD ou changer la date sur un serveur ? Est-ce que du coup, au contraire, on pourrait pas se dire que c'est encombrer mon esprit, mon cerveau, des choses qui finalement n'ont pas grande valeur ? C'est une question philosophique un peu, mais je la pose là parce que du coup, c'est une question d'actualité. On a David qui nous dit « Si tu n'es pas passé par la case IA directement sans apprendre en amont, tout va bien ». Je suis assez d'accord avec ça et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans l'accompagnement IA de l'AI Driven Dev, on prend que les développeurs seniors, aka à partir de 5 ans d'expérience. Bon, senior, on met ce qu'on veut derrière, mais l'idée c'est de partir avec des gens qui ont déjà un minimum d'expérience dans l'IA parce que c'est comme ça qu'on a les meilleurs retours sur investissement. Aujourd'hui, si l'IA te génère du code, que tu veux faire du code en DDD, que tu veux faire du code vraiment posé, vraiment propre, etc., il faut que tu aies un insight, il faut que tu aies un truc, il faut que tu aies une heuristique sur le fait que, ok, l'IA va pas partir faire n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, l'IA, elle est pas capable de respecter à 100% du code cohérent, et tant mieux parce que si c'était le cas, on aurait beaucoup moins de travail, mais on va toujours devoir la guider comme ça, step by step. Et c'est pour ça que si jamais vous sortez d'école et si jamais toi tu sors d'école en regardant cette vidéo et que tu te poses la question de savoir est-ce que tu dois utiliser l'IA dans ton quotidien ou pas, évidemment que tu dois utiliser l'IA, c'est même pas une question. Par contre, tu dois l'utiliser bien différemment d'un développeur senior parce que chaque ligne qui va passer, chaque manière de construire le truc, il va falloir que tu challenges ça et que tu comprennes ça. Parce que a priori, si tu viens de sortir d'école aujourd'hui, t'as pas l'expérience nécessaire pour te dire « Oh mais là, l'IA, elle part complètement dans la mauvaise direction. Ce truc-là, c'est de la dette technique, je vais le payer plus tard. » Qu'est-ce qu'on a ? Un commentaire intéressant. Enfin, intéressant. Je me fais taper dessus, quoi. Yet another bullshit post. Le vrai enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de connaître Bash, c'est de savoir poser la bonne question à ton terminal et d'avoir une IA capable d'y répondre. Faux, ultra faux. Si vous n'avez pas d'IA, que ce soit en prem ou serveur distant, vous êtes foutu. Non, t'es pas foutu parce qu'en fait, tu vas sur Google et tu checks Stack Overflow. Le but, c'est pas de te dire que tu es dépendant de l'IA. Comme tout le but n'est pas de laisser l'IA coder pour toi. Souvent, je fais des posts sur LinkedIn, petit aparté. Je fais des posts sur LinkedIn et je parle de comment est-ce que j'ai pu générer 80-90% de code directement à l'IA et comment j'ai corrigé les 10% restants. Et en fait, souvent, il y a un amalgame de fou qui est fait, et notamment chez les développeurs, que de se dire que dès qu'on génère du code avec de l'IA, tout est fait à l'IA et qu'on regarde rien. Mais bien évidemment que tu fais ta review. Bien évidemment que l'IA, c'est un accélérateur. Tu vas l'utiliser pour aller plus vite sur ce que tu sais faire déjà. En aucun cas, tu vas déléguer ce que tu sais pas faire. Voilà, juste pour poser ça. Revenons à nos moutons. 2. Allez demander à votre IA d'aller faire la full config de votre serveur postfix. J'attends. Ouais, l'IA, c'est pas tout faire. Très clairement. C'est pas grave. Encore une fois, c'est un outil, tu l'utilises, elle t'aide. Et fatalement, il y a des éléments sur lesquels elle est beaucoup moins bonne que d'autres. Et d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a souvent dans l'AI Driven Dev. Je bosse souvent avec Victor, qui est un DevOps, du coup, membre de l'AIDD. Et en fait, il doit souvent manipuler beaucoup de fichiers de config, générer des layers,
parce que du coup, dans les couches d'infra, c'est quelque chose qu'on fait relativement souvent. Et en fait, il explique souvent à quel point il a besoin d'énormément de contexte, de cadrer l'IA, etc. pour que ça fonctionne et que la config, même s'il peut la générer à l'IA, il est tout le temps obligé de repasser derrière parce qu'en fait, là où générer du code, en fait, le niveau de complexité peut être assez plat. Si par exemple vous générez du code sur un seul fichier et qu'il n'y a pas trop d'interaction à côté, en fait, ça va être plutôt simple. Mais en fait, dans l'Ops, souvent, des fichiers de config dépendent de fichiers de config qui dépendent de fichiers de config qui dépendent de fichiers de config. Et comme d'habitude, plus il y a de complexité, plus l'IA galère. Donc, d'accord avec toi, Jordan. 3. Même si vous avez votre serveur IA qui fait votre config postfix, à quoi ça aura servi ? Vous ne serez pas en maîtrise, vous ne serez qu'un pion qui a utilisé une technologie sans rien piger. Encore une fois, non. Encore une fois, le problème, c'est qu'on s'attarde uniquement sur les parties du post, parce qu'on lit tous en diagonale aujourd'hui, et on s'attarde uniquement sur les points qui nous font tilt. Or, du coup, c'est marqué en dernière phrase. Si tu comprends ce que tu génères, il n'y a aucun problème, fonce. De la même manière, du coup, si ça te génère toute ta config postfix, et que tu comprends ta config postfix, c'est cool. Très sincèrement, je vois pas le problème. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire de cette vidéo, en réponse à tout ça, parce que je veux pas que ça soit comme une réponse pour des gens qui doivent pas se défendre. Je veux même pas que ça soit perçu comme une attaque. Je veux simplement exprimer le message que j'essaie de faire passer depuis quelques mois/années, à savoir que l'IA c'est un formidable outil et que bien cadré, on peut faire des choses incroyables avec elle et que bien évidemment, elle remplace pas les ingénieurs, elle remplace pas les développeurs. Donc pour le coup, c'est un argument sur lequel je suis pas forcément d'accord. Moi, si ça me génère un fichier, que je comprends 100% du fichier et que ça m'a généré en 5 secondes, alors que moi j'aurais mis 5 minutes, c'est trop bien. Dernière phrase, c'est dingue de véhiculer ce genre de message. Oui, avec ce raisonnement, c'est facile de sortir votre bullshit habituel. L'IA va te remplacer. Ok, je dis tout sauf ça. Mais encore une fois, c'est le biais de perception. Il y a un seul post qu'on voit sur la personne, du coup on se fait une idée de la personne. Et donc du coup on voit pas tous les messages d'avant où c'est marqué en gros l'IA ne va pas remplacer les développeurs, blablabla. Évidemment, vu que vous ne faites rien vous-même, ça aussi c'est un biais. Genre parce qu'on utilise l'IA, on fait rien nous-mêmes. Et c'est dommage d'avoir ce genre de raccourci. Maintenant, le cerveau humain fonctionne avec des raccourcis parce que si on devait analyser toutes les situations, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo encore, pour essayer d'avoir une vision un peu plus macro, mais si on devait analyser toutes les situations, ça nous prendrait un temps cognitif de fou furieux, et on n'a pas le temps pour ça. Vous n'avez aucune expertise. Facile de vendre ensuite des formations pour des devs pour ne pas devenir obsolète à cause de l'IA. SICK. Je sais pas ce que ça veut dire SICK, faudra que je regarde. Si vous prenez un fonctionnement qui réduit la notion d'expertise, à savoir écrire un prompt. Pour le coup, je vends pas de formation, c'est écrit en gros dans ma tagline, mais je comprends le point de vue. J'y adhère pas du tout d'ailleurs, il y a 23 likes sur ce post là, donc à mon avis d'autres personnes pensent la même chose, mais c'est souvent dommage de faire des raccourcis en fait, aussi simple que ça. On a Ronan, ça fait stylé, on va dire Ronan. Pas besoin de bullshit pour faire un post avec un lien affilié, this is bullshit. Ok, ça marche. Moi c'est pas grave après, tant que franchement j'ai ma casquette Warp, on est good. Kevin qui dit totalement, j'espère que RMRF est blacklisté. C'est une bonne blague, j'aime bien ce genre de blague, et d'ailleurs ça fait quelques années que t'es obligé de mettre le no preserve root, quelque chose comme ça, de mémoire, à vérifier, fact-checking, parce que sinon il y avait trop de gens qui s'amusaient à faire ce genre de truc. Parce que sinon en fait, si jamais dans par exemple ton pass à la fin, en fait, t'avais une espèce de suite de caractères, t'avais une variable par exemple que tu mettais à l'intérieur, et qu'en fait ta variable d'une manière ou d'une autre, elle se retrouvait nulle, en fait au lieu d'avoir du coup ton slash et la suite de ton pass, en fait si ton pass du coup c'est un string vide, boum, tu te retrouvais du coup à effacer la racine de ton disque dur. Je pense que c'est à peu près clair, je vais mettre une capture d'écran sur la vidéo si j'y pense. On a Walter qui nous dit, est-ce qu'on gagne vraiment quelque chose à tout délocaliser sa mémoire du temps? À tout délocaliser de sa mémoire du temps Ouais, ça rejoint un peu le point qu'on s'est dit juste avant, à savoir que l'IA, à terme, ça va nous permettre de moins réfléchir, ça va nous rendre un peu lazy, etc. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire, encore une fois, de retenir toutes les mind pages? Ouais, je pense pas. On a Thierry qui nous dit, ça va vraiment plus vite d'écrire liste-moi les fichiers dans ETC que de taper ls etc. La réponse est non. Il faut pas utiliser l'IA pour ça. Tu feras ça jusqu'au jour où un pirate aura modifié l'IA, intercepté son API pour envoyer des commandes un peu plus désagréables et inattendues. Ouais, ça peut arriver, mais encore une fois, tu regardes, et si t'as l'expertise nécessaire, ça pose pas de problème. Maintenant, il y a forcément un moment où, même si t'as l'expertise nécessaire, avec la fatigue, avec peu importe, ou même juste de l'inattention, il y a des mauvaises commandes qui vont passer. C'est le game. Faut l'accepter, et du coup, faut avoir des garde-fous. Et du coup, il y a des garde-fous sur l'IA, il y en a plutôt pas mal. Ça s'appelle des LLM as a judge, ça s'appelle des LLM guardrails, bref, il y a plein de techniques comme ça pour mettre un peu de prompt security. Mais ça, c'est un autre sujet, on aura probablement l'occasion d'en rediscuter. Ensuite, on a pas mal d'autres commentaires. Je pense pas faire toute la liste, parce que très honnêtement, il y a pas mal de petites choses. Voilà, et puis en plus, globalement, je pense que la suite des commentaires fait un peu sens dans ce qu'on se disait juste avant. Donc, pas nécessairement besoin d'y revenir, mais je pense que du coup, je vous ai un peu plus précisé ma pensée sur comment est-ce que je vois l'IA aujourd'hui. Et comment est-ce que moi je l'utilise dans mon quotidien, à savoir comme un allié, comme un outil, comme un exosquelette qui est là pour m'aider, pour aller beaucoup plus vite, mais en aucun cas comme un remplaçant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que du coup le cadre vous a plu. En tout cas, c'était vachement agréable de faire cette vidéo en pyjama à 9h du mat.
je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez bien. Codez bien avec l'IA. Rejoignez-nous dans Live Driven Dev. On essaie de trouver les meilleures méthodes pour coder plus vite, sans bullshit, avec un maximum de good vibes. Donc voilà, c'est important d'avoir des good vibes et c'est important de se serrer les coudes dans un marché où je pense, dans les prochaines années, on va avoir de plus en plus de problèmes, notamment à cause de l'IA. Encore une fois, c'est en train de nous prendre intellectuellement ce qui nous rendait smart, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, personne pouvait biter du code pour les développeurs. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que les gens peuvent, mais on s'en rapproche. Donc voilà, on va se préparer à tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Codez bien avec l'IA. À plus.